début, on était un peu plus edgy, là. On était un peu baveux. Tu sais, c'est parce qu'on voulait vraiment faire le clash. C'est des artistes, ils peuvent pas être entrepreneurs. Il l'a choqué carrément dans le salon, puis il l'a endormi. Puis là, j'étais là, bro, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, man, il va apprendre. Je signe-tu, puis je reste ici, ou je retourne au Canada, m'occuper de ma famille. Comme 3 ans plus tard, je peux retourner encore. Puis là, on s'est fait shutdown par le gouvernement en 2019-2020. On s'appelle frère. Les gars, ils sont tous venus souper chez ma mère à some point. On nommera pas de nom, mais on s'est fait avoir, là, solide. Et mon père est mort d'une overdose, moi. Oh shit, man. Grâce à ça, j'ai jamais consommé. J'ai jamais pris de drogue. Je me suis fait setup, là, quoi. Le original crop top. Ouais, ça, c'est l'ancêtre. Ouais. Je pensais même pas que tu parlais de moi. Wow, merci. C'est comme un mani va parler de moi, là. On a mis beaucoup d'énergie à dire que le titre d'apprenti chez Crown, il est vraiment cool. Ouais, puis valorisé. D'après moi, la personne dans le réseau de la SAC se fait couper les cheveux chez Crown parce que ça a passé. Ouais. What's up, guys? Bienvenue à notre tout dernier épisode de la saison 1 de Silence on coupe. Je voudrais prendre le temps de remercier tous ceux et celles qui ont regardé chacun des épisodes, tous ceux et celles qui sont venus nous écrire les commentaires. Vous n'avez pas idée à quel point ça m'a fait du bien puis à quel point ça m'a rappelé que ce qu'on faisait était important puis qu'on était sur notre X avec Novico. Ce projet-là, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Vraiment, vous le savez, je le dis toujours, mais c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien au fil des épisodes. J'ai appris à connecter avec des gens incroyables, tous des gens qui m'inspirent beaucoup. J'ai hâte qu'on revienne pour la saison 2. Puis, je peux-tu dire ça? Ouais, j'ai le droit de le dire. J'ai hâte qu'on revienne pour la saison 2 déjà. Notre dernier épisode, on voulait vraiment le garder pour la fin. C'est quelqu'un qui m'inspire depuis toutes ses actions. Depuis que j'ai commencé avec les Barbares, je l'ai toujours regardé de loin puis maintenant de près parce qu'on se connaît beaucoup plus. C'est quelqu'un qui a eu un impact monstre dans l'industrie. C'est un des grands leaders qu'on a au niveau de l'univers du barbier, même de la coiffure au Québec en ce moment. Et c'est l'entrepreneur, entre autres, derrière la chaîne de Salon Crown. Et moi, ce qui m'impressionne le plus de cette personne-là, c'est qu'il a toujours eu comme but d'unir les gens du métier. Max, Man, what's wow. up? Je pensais même pas que tu parlais de moi. Wow, merci. C'est comme un mani va parler de moi. Là, c'est là qu'il parle des prochains épisodes. Non, wow, merci, man. Ouais, ça fait plaisir, man. Puis, tu sais, je l'ai dit, puis je vais leur dire. Puis, tu sais, c'est un peu ça le podcast. Je veux qu'on mette en lumière toutes les belles choses que tu as faites parce que c'est incroyable. Je l'ai dit, ça m'inspire, puis je vais te le redire plein de fois. Puis, tu sais, le podcast Silence on coupe, le but, c'est si on est capable d'aider une personne à travers ce que toi, tu as vécu ou d'en aider 500 à travers ton parcours, mais on va avoir fait notre job, puis je pense que c'est ça. Puis, tu sais, je l'ai dit d'entrée de jeu, dans tes valeurs, tu es quelqu'un qui a toujours voulu nous unir. Tu sais, je sais que tu as toujours été le précurseur de ça, tu sais, d'essayer de nous ramener pour qu'on puisse avoir des projets communs, puis d'instaurer cette espèce de respect-là entre différents entrepreneurs, projets, peu importe. Puis, je pense que, tu sais, pour commencer, je parlerai un peu de ça. Tu sais, justement, je le vois aussi dans tes business, puis comment le staff est, puis tout ça. Tu sais, je pense que toi, cette espèce d'esprit de famille-là, puis d'unir les gens, c'est comme vraiment important pour toi. Oui, tout à fait. Ben, c'est le même qu'on s'est connus, en fait. Ouais. On arrivait à Montréal en même temps, sur l'île au début, puis on s'est fait de la place. Puis je me rappelle, je pense que c'était toi, il y avait comme une espèce de... Ça se fait, tu sais, comme travailler ensemble pour l'ouverture de l'un et l'autre. Là. Fait que, ça représente bien, je pense, la mentalité qu'on a chez Crown. On n'a jamais... on parle jamais en mal de la compétition. S'il y a du monde dans l'industrie qu'on n'aime pas, on fait juste pas parler d'eux. Mais non, en réalité, on s'entend bien avec tout le monde. Puis depuis le début, je crois que ça a été un peu ma mission parce que on était dans quelque chose de nouveau, une nouvelle vague, le retour de ce métier-là. Est-ce que du moment que tu as commencé, tu t'es dit, moi, je vais unir, je vais essayer d'avoir ce concept-là, ou c'est en te mettant un pied dedans, tu as fait comme, OK, il y a un creux entre nous puis peut-être les autres, fait qu'on va essayer de le combler? Ouais, ben écoute,
Au début, on était un peu plus edgy, là. On était un peu baveux, là. On avait... C'est vrai que c'était ça l'image un peu. Puis, tu sais, c'est parce qu'on voulait vraiment faire le clash, de dire, hey, on n'est pas ce que vous êtes habitué de voir, puis on va vous le montrer. Puis, au fur et à mesure que ça développait, ben, on s'est dit, hey, OK, c'est le fun, tu sais, il y a d'autres mondes qui veulent faire ce qu'on fait, on va les aider. Puis, ouais, c'était un peu de rassembler tout le monde, mais c'était surtout parce que ce métier-là, il avait perdu un peu ses. C'est l'aide de noblesse. Ouais, exactement. Puis nous autres, ben, rapidement, on a compris que c'était par la force de travailler ensemble qu'on allait faire ramener la noblesse de ce métier-là, dans le fond. Puis, tu sais, s'il y a un barber à 10 km de où est-ce que je suis, puis lui, il fait du bruit, ben naturellement, l'effet network va être exponentiel autant pour ma business à moi que la tienne. Fait que c'est un peu dans cette optique-là qu'on a... Je pense que, tu sais, puis je l'ai vu comme ça aussi rapidement, tu sais, je pense que plus les gens sont conscientisés à ce concept-là, plus ils vont venir vers ce concept-là. Fait que plus on fait du bruit ensemble, plus un moment donné, les gens font comme « OK, mais j'ai pas le choix d'aller vers ce concept-là, right? » Fait qu'on peut bénéficier de la notoriété, puis du rayonnement, puis de l'un, puis de l'autre. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. Puis quelque chose aussi d'incroyable avec toi, c'est la structure que tu emmènes dans tes choses. On va en parler quand même beaucoup parce que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait triper. Parce que souvent, on entend, je trouve, dans notre métier, surtout parce qu'on est des artistes, « Ah, mais c'est des artistes, ils peuvent pas être entrepreneurs, puis comme, ça se fait pas faire les deux, ça te prend absolument une tête entrepreneuriale, puis une tête, tu sais, comme... » Puis je trouve que toi, tu as réussi à trouver un équilibre là-dedans. Fait que, tu sais, parle-nous un petit peu de ça, peut-être du côté artiste puis du côté entrepreneur. Comment tu as trouvé ton équilibre, dans le fond, là-dedans? Bien, je pense vraiment que c'est par rapport à la force de l'équipe. Ils disent souvent, là, un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui est capable de très bien faire tout, mais de bien comprendre qu'il est pas bon dans tout, puis de s'entourer du bon monde. Moi, je pense que c'est ça la clé. Là, je crois pas que c'est vrai que nécessairement un artiste peut pas être un bon entrepreneur ou être structuré comme entrepreneur. Tu regardes, change d'industrie, on regarde Drake, on regarde Jay-Z, Rick Ross, ils ont tous des business, ils ont toutes des affaires. Rick Ross, c'est fou là, dans quoi il investit, puis il y a des chaînes de restaurants. Fait je pense que c'est possible, mais c'est de s'entourer du bon monde. Puis de l'entrepreneuriat, au niveau que moi, je me considère, dans le sens, dans le rôle que j'ai ou le type de créateur que je suis, moi, je m'exprime, j'exprime ma créativité à travers ce que je fais. Fait que, par tes idées. Puis après ça, c'est d'avoir une bonne équipe, puis de travailler en équipe, je pense que c'est la clé. À quel point t'as décidé un moment donné que tu disais genre, OK, mais là, mon temps, mettons, à couper, il est moins payant qu'à créer puis à m'occuper que tout aille bien, right? Fait que est-ce qu'il y a eu un changement du tout au tout? Parce qu'au début, tu étais là beaucoup, là, je veux dire, derrière la chaise. Par la force des choses, un moment donné, ça a changé, c'est normal, mais comme à quel moment tu as fait comme OK, là, c'est là, puis. Écoute, moi au début, je pensais pas être barbier à temps plein là-dedans. Fait que ça a été quand même depuis le début. Tu le savais déjà? Ouais. Puis écoute. J'ai fait 2-3 ans à temps plein à monter la business, mais j'étais toujours comme un step ahead à essayer de comme, trouver une façon de me sortir de la chaise pour justement pouvoir avoir un meilleur équilibre là-dedans. Puis maintenant, ça doit faire 5-6 ans que je suis complètement comme au bureau, au niveau de la gestion puis tout ça. Puis ça me manque, fait que j'en fais tout le temps un peu une fois de temps en temps. Mais ça a été quand même... au début, je savais qu'il fallait que éventuellement je fasse le move. Fait que j'ai essayé toujours de bâtir l'entreprise puis l'image, pas autour de moi personnellement, mais autour du brand qu'on créait. Fait que ça nous a permis de pouvoir le faire puis bien d'avancer plus vite, c'est sûr. Là. Parce que je veux dire, tout ton côté créatif puis tout ce qui te faisait triper de faire, tu as pu te concentrer là-dessus. Fait que c'est sûr que ça l'a fait exploser. T'sais, même aujourd'hui, je suis encore dans ce mode-là créatif où est-ce que je vais aller créer des systèmes à l'interne pour optimiser. On le voit plus vraiment nécessairement au public ou dans les salons, ce qu'on fait, mais il y a toujours le côté créatif qui m'allume, que je vais essayer d'aller créer un système de distribution ou créer un système de... Là, je suis dans la comptabilité, là, les finances à côté. Fait il y a toujours cette espèce de challenge créatif-là que je vais essayer d'aller chercher, puis tout ça. Puis ça me permet de me promener d'un département à l'autre, de structurer ma business, puis de pouvoir
créer ou assurer, si on veut, une croissance continue, dans le fond. Si tu es à l'aise de nous en parler un peu, parce que moi, c'est quelque chose qui m'impressionne, la structure qu'il y a dans les salons, le respect que tous tes employés ont envers la hiérarchie puis envers Crown. Je pense que ça, c'est quelque chose que je te dis pas qu'il n'y en a pas eu qui sont partis. Comme on le vit tout, mais de l'externe puis de ceux que je connais puis de ce que j'ai vu, c'est impressionnant de voir à quel point ils ont un respect pour la hiérarchie et la structure. Puis ça, je veux dire, tu es en arrière de ça. Fait que, comment ça marche chez Crown? Bro, par où commencer? Tu sais, quelqu'un qui rentre, qui commence, mettons. Là, parce que je trouve ça intéressant parce que souvent, dans notre métier, puis je parle pas juste pour moi, il y en a beaucoup de propriétaires de salons qui écoutent le podcast, je sais, puis sont comme, OK, ben j'engage quelqu'un, par où je pars, qu'est-ce que je fais avec, puis dans combien de temps je l'augmente. Puis tu sais, comme, je trouve que vous, c'est défini, c'est clair, sans rentrer peut-être dans les détails, mais comme, je trouve qu'il y a vraiment une structure qui semble claire, établie, respectée, puis c'est droit. C'est de résumer à peu près 9 ans de travail ben oui, c'est sûr shot, là, mais écoute, essentiellement, quand tu commences chez Crown, tu commences au niveau hang-around. Puis, il y a beaucoup de monde qui disent que ça ressemble un peu à un club école ou à un club de mentor, mais écoute, c'est un addon, c'était pas voulu, là, mais tu commences comme hang-around. La structure est quand même la même depuis le début. Là. Tu fais à peu près 40 heures. Fait que c'est un 40 heures d'observation que tu vas faire. Tu n'as pas de contrat, tu touches pas au client, tu touches pas à une station, tu touches pas à un Est-ce que le fit il est bon autant pour toi que pour nous? Puis... C'est ça. Puis tu apprends tout ce qui se passe autour de la chaise. Tu sais, il y a les techniques, il y a le métier, mais il y a tout ce qui se passe autour. Puis c'est vraiment important. Ouais. Fait que tu vois un peu ce qui se passe autour, réponds au téléphone, passe le balai, la dynamique entre le service à clientèle, etc., etc. Puis après ça, tu as un examen. Du moment que tu passes ton examen, là, tu tombes prospect. Prospect, tu as généralement 200 heures à faire. Puis là, ben, c'est à toi d'amener ta clientèle. Tu as le droit d'utiliser une station sous la supervision d'un mentor. Mm-hmm. Puis tu n'as pas le droit de toucher aux clients de Crown. Tu dois aller chercher tes propres clients, donc famille, amis, etc. Tu peux charger tes coupes, puis sont à 50% de rabais du prix régulier. Puis là, ben, dans le fond, ce qu'on veut voir, c'est à quelle rapidité tu es capable d'assimiler les techniques, puis d'être capable de rapidement corriger où est-ce qu'on sait que tu vas avoir de la misère. À quel point aussi ton niveau de motivation est là à aller struggle pour chercher tes clients puis bâtir ta clientèle. Parce exact. Que, on veut voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Là, ben oui, tu veux cette culture-là. Tu veux qu'il y ait faim puis qu'il aille chercher du monde. Là, fait que généralement, c'est ça. 200 heures comme prospect. Après ça, tu as un autre examen. Ils peuvent le clencher comme ils veulent, le 200 heures. Ouais. Le gars peut dire... Temps plein, temps partiel, comme qu'il veut. Exact. Puis, à partir du moment que tu passes ton examen prospect, là, tu tombes apprenti. Apprenti, tu vas faire en général 400-450 heures. On l'a structuré de façon à ce que apprenti barbier chez Crown, ça se positionne un peu comme... un ASP, en prévision d'un jour, les programmes d'études qui s'adaptent, ben nous, on serait capable d'aller complémenter ça avec un ASP, 400-450 heures, alternance travail-études, peu importe. Fait qu'on l'a monté de même depuis le début. Là, je savais qu'il allait avoir de l'avancée éventuellement là-dedans. Fait que c'est 400-450 heures. Là, on commence à te promouvoir, on te met sur le site Internet, sur le système de booking. Les coupes sont à 25% de rabais. Puis on a une clientèle chez Crown depuis le début dans cette culture-là qu'on a créée qui aiment encourager. Ben oui, qui recherchent ça. Exact. Ben oui. Ils vont suivre les barbiers apprentis jusqu'à ce qu'ils graduent barbier, puis ils vont retourner après ça apprentis et les encourager de nouveau. Fait que c'est quand même le fun de voir ça. Ça fait en sorte que on manque jamais de clients, pour les nouveaux qui commencent chez nous. Donc c'est ça. Généralement, après ton temps comme apprenti, puis si tu as mentionné, la coupe, tu as 1 heure pour faire ta coupe quand tu es apprenti. OK. Pendant toute la période du 450 exact. heures. Fait qu'il n'y a pas... Puis un moment donné, quand tu passes... Là, tu tombes barbier. Ouais. Puis nous autres, tu gradues barbier, mais tu as encore un peu de temps à faire. Puis ça, c'est un changement qu'on a fait en cours de route, mais on voyait que les gens graduaient barbier, puis ils se disaient, bon, ben je suis barbier. Ouais, c'est fini. Non, bro. Tu commences ta carrière de barbier, puis nous, on ne te considère pas encore comme un barbier certifié par nous, tu sais. Fait que...
Généralement, ils vont avoir 12 mois à faire du moment que tu gradues barbier. Puis là, on compte vraiment mois 1 jusqu'à 12. Puis là, on tombe dans une autre game. Là, la coupe de cheveux ou la coupe trim, fait que les deux sont à 30 minutes. C'est super short. Mais c'est parce qu'on veut voir justement ce que tu as appris au niveau technique qui est en avant de toi dans tes mains. On veut te le voir mettre dans le subconscient en arrière, puis t'organiser pour gérer ton temps, puis gérer d'autres affaires en même temps, puis gérer un apprenti. Fait que là, c'est un autre game. Fait que pendant ce temps-là, ce 12 mois-là, à être obligé de faire de la gestion du temps, de la gestion de staff, de la gestion de service à clientèle, peu importe, là, c'est vraiment là qu'on voit l'évolution d'un barbier. Puis c'est là que tu le vois vraiment quand même. Ouais. C'est là que ça part pour vrai. Fou, puis c'est à partir de ce moment-là que tu le sais pour vrai qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Ouais. Non, ça c'est clair. Puis après ça, chez Crown, on a développé beaucoup de KPI. Là. C'est peut-être de mon background un peu de ce que j'ai fait avant. Qu'est-ce que tu faisais avant? J'ai travaillé dans 1 million d'affaires. Ah ouais? OK, mais je savais. OK. Notamment, il y avait une job que j'avais eue qui m'a beaucoup influencé sur comment j'ai structuré Crown. C'était Enterprise Location d'auto. Okay. Puis j'étais genre un des tops tout le temps. Puis j'ai gradué, j'ai évolué rapidement dans la compagnie. Fait que beaucoup de systèmes de gestion, parce qu'on on gérait la clientèle, on gérait le staff, puis on gérait aussi la business puis l'admin. Puis on avait un peu de performance à analyser puis tout ça. Fait que ça, j'aimais énormément ça. Fait qu'on s'est basé un peu là-dessus. Fait qu'on a comme chaque barbier, il a sa chaise à gérer, ses performances. Donc, un barbier, en général, va faire 200 clients par mois chez nous. Doit avoir un yield qu'on appelle un yield de 3. Donc, c'est le ratio de vente de produits par nombre de clients. Puis, ça, c'est des indicateurs de performance qu'on explique au début qui vont montrer la santé professionnelle d'un barbier. On ne veut pas que tu vendes pour juste push les produits dans la gorge de ton client. On veut que tu vendes parce que ça démontre que tu éduques ton client sur ce que tu fais. Puis on le teste de façon très poussée depuis 2014. Là, je l'ai rentré direct en partant. On voit vraiment un barbier qui va avoir un yield, exemple, en bas de 3, il y a une négligence. On le sait tout de suite. Si un barbier ne parle pas à son client, il y a moins de rétention, c'est sûr. Il y a moins de rétention, mais il vend moins de produits. Fait qu'on est capable de faire une corrélation entre le nombre de produits qu'il va vendre et le service qu'il va donner. Parce que nous, le service, on ne veut pas qu'il s'arrête à coupe des cheveux, ça finit là. Exact. On veut vraiment que tu éduques. Type de cheveux, comment tu repognes à la maison, etc. Fait que c'est ça. Fait que là-dedans, dans le 12 mois, ils vont apprendre cette partie-là du métier aussi, performance, un peu plus business. On les responsabilise le plus qu'on peut aussi. Puis après ça, ils peuvent dire qu'ils ont gradué comme barbier chez Crown. Puis là, ils se font offrir un contrat de travail qu'ils peuvent renouveler. Puis ils négocient. Puis après ça, ils peuvent même évaluer comme éducateur, investisseur, franchisé, etc. Il y a une autre affaire qui est intéressante. On ne l'a jamais mis au public. Je ne sais pas pourquoi, mais là, on veut le rendre public, cette espèce de... Je pense que c'est un acronyme là, que ça s'appelle. On a les étapes de service chez Crown. Rapidement, on a mis un nom là-dessus, puis ça s'appelle les étapes rasées. Tu parles d'une consultation? Oui, ou de tout l'étape de service. L'expérience client, c'est l'expérience rasée. Okay. Donc, ils sont évalués là-dessus énormément depuis le début. Donc, le R pour la réception du client. Le A pour l'attente, pendant que le client y attend dans le salon son rendez-vous. Le S pour le service. Le E pour l'éducation. Puis le dernier R pour le retour. Donc, assurer le retour de ton client. Ça, c'est les 5 étapes rasées chez Crown. Puis, les barbiers, c'est ça, comme je te dis, ils vont être évalués là-dessus. Puis, ils peuvent ne pas graduer si on a des mauvaises notes par rapport à ça. C'est comme vraiment ce qui est le plus important chez nous, là, d'ancrer dans leur culture de professionnels. C'est vraiment impressionnant. Puis, je suis sûr que c'est réconfortant pour beaucoup d'avoir une structure comme ça. Je pense que oui. Parce que, tu sais, je veux pas comparer, mais tu sais, on est beaucoup des artistes, puis il y en a un paquet que c'était leur rêve d'avoir un salon, puis ils le font de tout leur amour, puis ils sont là, puis ils travaillent fort, puis ils ont des beaux salons, puis ça va bien, puis ils doivent, en quelque part, struggle sur... crime, comment ça, tu sais, on manque de structure, comment ça c'est plus complexe, comment ça c'est difficile, tu sais. Puis je pense que ça crée un sentiment d'appartenance qui est fort. Les gens, vos employés vont respecter beaucoup toute cette structure-là.
Puis je pense quand même que, tu sais, je pense à n'importe qui écoute, puis n'importe quel type de salon, ça s'adapte quand même à n'importe quel salon, right? Ouais. Je veux dire que ce soit n'importe quel type de service que tu offres, que tu sois n'importe où, même si tu as 4 personnes, tu peux avoir un système qui respecte les grades. Tu sais, moi, je veux dire, si j'appelle pour avoir un avocat puis qu'on me donne le stagiaire, mais je m'attends à pas payer la même chose que si j'ai le senior qui est là, ça fait 10 ans. Puis ça devrait être la même chose chez nous aussi, en quelque part. Là. Ce qui a été le plus difficile, je pense, puis ça, c'est peut-être un conseil, là, s'il y a des gens qui veulent rentrer ce concept-là dans leur organisation. Nous autres, ça n'a pas été de créer les grades ou de le structurer, mais ça a été de le faire respecter. Dans le sens que c'est important que si tu crées un grade, tu as un apprenti, bien, que ça soit bien communiqué aussitôt quand ton client rentre, dans le fond. On a un walk-in qui rentre, il cherche une coupe de cheveux, bien, faut que tu ailles le voir puis que tu lui dises, gars, moi, je suis disponible, je peux te couper les cheveux, mais je suis apprenti. Ça va être plus long. La qualité va être la même affaire, ça va juste être un peu plus long. Peut-être avoir de l'aide. Ils vont te checker, t'inquiète-toi pas. Ça t'intéresse-tu, c'est 25%. Mais la plupart du monde sont gênés de se présenter comme un apprenti. Fait que ça a été vraiment le challenge de dire non, soyez fiers d'être apprenti chez Crown. Ouais. On a mis beaucoup d'énergie à dire que le titre d'apprenti chez Crown, il est vraiment cool. Puis valorisé. Puis je suis sûr aussi que les leaders chez vous ont un impact là-dessus, en ce sens que si c'est un leader qui prend le client qui rentre ou qui prend l'appel, mais même chose, va dire, écoute, on a quelqu'un, il est super bon, tout ça, il commence, mais c'est peut-être un peu plus long, tout ça, tu veux-tu? Puis je pense que ça amène de la confiance aux apprentis, de dire, oh shit, ils ont vraiment confiance en moi, ils me bookent du monde. Puis, tu sais, d'avoir comme des grands frères à travers ça qui lead le shit, je pense que ça aussi, ça doit amener beaucoup de confiance. Oui, tout à fait. Je pense que... Ouais. T'as bien raison. Hein, quand même. OK, structure, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que, tu sais, on en a parlé un petit peu de comment je voyais de l'externe à quel point ton équipe a l'air de respecter la structure. Puis je vois ça beaucoup avec toi. Tu sais, vous faites beaucoup de rencontres en dehors du salon. Puis vous avez, tu sais, comme là, il y a un tournoi de golf, il y a un paquet de trucs là, avec Crown. Puis j'ai vraiment l'impression que toi, mettons, Max, dans tes valeurs, la famille, puis l'unité, puis le respect, c'est quelque chose qui est vital. Fait que parle-nous un petit peu peut-être de justement de où ça devient ces valeurs-là. Tu sais, parce que c'est pas strictement dans le but d'un jour générer des sous. Je veux dire, c'est toi-même, c'est toi qui est là, tu sais. Ben écoute, je pense que tu l'as bien dit. Ben, en tout cas, c'est très familial. Puis tu sais, en réalité, ça vient en grande partie, je pense, du fait que cette business-là, au début, je l'ai starté pour mon frère. Puis quand tu dis que c'était pas nécessairement pour faire de l'argent, non, ça n'a jamais été notre objectif principal, n'a jamais été de faire de l'argent avec ça. Ça a été toujours de créer un mouvement, de créer justement une business, créer quelque chose, tu sais. Moi, j'habitais à Toronto. Je connaissais la culture du métier de barbier. J'en étais passionné, mais je n'étais pas un barbier. Tu sais. Puis, j'étais dans le real estate investment. Là. À Toronto, j'étudiais, je voulais investir. Fait que j'étais ailleurs complètement. Mon frère m'appelle, me dit... T'habitais là? J'habitais à Toronto. Okay. Mon frère me rappelle du Québec. Il dit écoute, j'essaie de me trouver un spot, genre un salon de tatouage pour travailler. Je me trouve pas de job. Tout le monde me traite un peu comme de la merde. Puis moi, mon frère, c'est la personne la plus importante pour moi dans ma vie. J'ai été l'homme de la famille à 5 ans. C'est moi qui s'occupais. Fait que, genre, j'ai toujours cette relation-là avec. Fait que, aussitôt qu'il m'appelle qu'il a besoin de quoi, ben, c'est ça, je suis là. Fait que j'ai dit, je m'en fous, moi, les tatoueurs qui se prennent pour d'autres mondes. Je vais venir à Québec, on va t'ouvrir ton tattoo shop. Je vais te montrer comment gérer, puis ça va être ça, ça finit là. Fait que je débarque, on ouvre le tattoo shop, puis finalement, c'est là que j'ai l'idée de faire rentrer des barbiers. Fait que c'est vraiment cette chimie-là, cette espèce de dynamique-là qui a fait en sorte que je crois qu'on a vraiment une valeur familiale très, très forte dans la compagnie. Puis même après, le monde qu'on embarquait, le monde dans les débuts, c'était tout du monde qui cherchait dans la vie, si on veut. Là, on se cherche tous. Je me cherche encore, moi, je vous le dis, mais sans être négatif par rapport à ça, c'était tout du monde qui ne savait pas trop ce qui s'enlignait, du monde qui l'ont un peu plus rough, du monde qui était un peu... qui avait de la misère à se placer. Puis on leur offrait comme une deuxième chance, une nouvelle carrière, quelque chose qui n'avait jamais été possible pour eux avant. Fait que
Puis ça, c'est du fait qu'on engageait juste du monde qui n'avait pas d'expérience. On disait pendant 3-4 ans, on a dit on veut rien savoir de n'importe qui s'ils ont de l'expérience. On engage juste notre propre monde. On veut qu'ils naissent dans notre culture familiale. Exact. Puis qu'ils grandissent avec nous là-dedans. Exact. Fait que ça a fait en sorte que vraiment, ça a créé des liens forts avec toute l'équipe. On a tout un lien en commun, une espèce d'esprit similaire. Fait que ça a vraiment fait la différence. Malade. C'est différent un peu, on remarque aujourd'hui. On a dû quand même s'adapter à ça parce que là, ça grossit. La compagnie a grossi, tu ne vas pas garder le même vibe. Là, au début, je me rappelle. Ben oui. On ne gérait pas ça de la même façon. Ben non, c'est sûr. Émile, là, qui est encore avec nous, là, qui est propriétaire avec son frère Xav à Trois-Ris, ça brossait au début, là, dans les premiers 2 ans. Là, je me rappelle, il y a un nouveau Félix. À ce moment-là, qui est rendu propriétaire de Cutting Crew, il a ouvert son propre salon. Nice. Qui était rentré, puis c'était son premier chiffre, puis il était un peu baveux, un petit fendant, puis je me rappelle Xavier qui l'a choqué. Il l'a choqué carrément dans le salon, puis il l'a endormi, je pense, ou une affaire du même, là, il l'a violenté. Là, puis là, j'étais là, bro, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, man, il va apprendre. De quoi il va apprendre, man? J'ai dit, c'est un kid, il va te poursuivre. Le gars, il avait genre 18 ans, même pas. Je pense qu'il avait 17 ans. J'étais là, bro, t'es fou. Il dit, non, check, fais-moi confiance, il va apprendre. Le lendemain, il est arrivé, il regardait un peu plus. Avec un carcan en plus. Mais en même temps, un petit sourire en coin, puis ça a créé des liens. Ouais. Puis c'est le même que, tu sais. Fait aujourd'hui, on peut plus se permettre de choquer. Vous n'avez pas besoin d'étrangler votre staff. Mais non, mais je trouve ça nice de voir que c'est ça, c'est que vous êtes parti de quelque chose qui était full amical, famille, respect, puis la structure est venue. Ouais. Mais à un moment donné, c'est que ça te prend. Tu peux pas juste être dans ce que vous aviez quand vous avez commencé. Je relate tellement, là, genre c'est malade parce que tout ce que tu dis, on l'a vécu. Mais à un moment donné, ça te prend les deux. Puis moi, je m'aperçois au début que j'étais tellement proche, je voulais tellement qu'il m'aime, je voulais tellement qu'il care comme moi, je careais pour les barbares, mettons. Puis ça a créé l'effet contraire, tu sais, complètement. Ouais, c'est sûr. Fait que, tu sais, maintenant, j'essaie d'être... Je veux qu'ils me connaissent quand même, là, mais je veux dire, j'essaie d'être beaucoup plus détaché. C'est ça. C'est un des gros challenges qu'on a, moi et Jay, là. C'est ça. Comment que tu gardes... Où la limite? Ouais. Puis, parce qu'on s'est fait mal, là, dans les dernières années. Nous autres, là, dans le COVID, là, on a perdu 15 barbiers, là. 15, qui sont pas revenus. Qui ont changé de carrière, mais il y en a qui nous ont juste backstab. Là. On nommera pas de nom, mais on s'est fait avoir là, solide. Puis c'est comme, bro, je te donne tout ce que j'ai, je te donne une formation que j'ai créée, je te donne n'importe quoi. L'exposure, la structure. Ouais. Tout ce que tu as toujours voulu avoir, on te l'a donné. Tout ce qu'on te demande, c'est du respect. Puis tu veux ouvrir ton salon ou tu veux aller travailler pour un autre, tu veux faire. Il n'y a pas de trouble, mais tu sais, on se parle. On s'appelle frère. Les gars, ils sont tous venus souper chez ma mère à some point là, avant. Là. Ils me connaissent ma mère, ils connaissent ma famille. On est vraiment de la famille. Mais tu ne traites pas de la famille comme ça. Puis c'est là que tu commences à te rendre compte que ce que tu as dans ce que tu as dans ta tête, c'est pas nécessairement. Ou plutôt, business is business, dans le fond, là, l'espèce d'expression plate, là, business is business, mais en réalité, c'est peut-être un peu vrai. Fait que c'est de l'appliquer puis de trouver comment l'appliquer ou bien balancer aussi. Ça peut être, on en a parlé quand même parce qu'il y a beaucoup de propriétaires de salons qui sont venus, puis à quel point ça peut être déchirant de. Moi, je l'ai vécu comme une rupture amoureuse. Là, les premiers qui partent, tu te sens justement, là, tu te sens trahi, puis c'est vraiment tough. Mais je pense que plus on évolue, plus on se détache un petit peu, là, si je peux dire entre parenthèses, puis plus on va confier ça à la structure, mais plus ça devient facile à gérer, là, c'est sûr. Là. Émotionnellement, c'est clair. Mais oui. Ouais, parce que sinon, un moment donné, tu peux pas care pour 50, 60. Je veux dire, un moment donné, sinon, tu deviens fou. Puis c'est ça, nous autres, on est là, puis on a vraiment leur bien-être à cœur, puis on veut vraiment promouvoir, la business par leur bien-être. Là. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je veux dire, mais eux si autres... vous êtes bien, la business va être en santé. Puis... C'est là qu'on s'abandonne puis qu'on crée une espèce de situation où est-ce que ça peut clasher. Là. Ouais. C'est tough, man. On pourrait en parler pendant des heures. Là. On aurait pu faire un truc juste là-dessus, là, mais tu sais, comme où est l'équilibre entre... Puis où est... Tu sais, comme toute l'importance de l'intelligence émotionnelle, parce qu'on le sait quand même, on reste des artistes quand même. Puis je pense que, comme dans beaucoup de domaines, mais surtout le nôtre, on a besoin de sentir un moment donné ce côté humain-là, cette proximité-là. Fait que c'est comme
comment avec les gérants on le fait, comment avec les leaders on le fait, comment on fait pour comme bien transmettre tout ça. Mais ça, je pense que ça va être un éternel combat. Puis, tu sais, je veux dire, on va apprendre, on va s'améliorer là-dedans. Tu sais, je parlais avec MJ tantôt là, à part, puis elle était comme, moi, mon concept, il évolue à chaque année. Son plan d'affaires, il change, puis sa structure, elle change parce qu'elle veut le faire évoluer. Fait que, tu sais, ça, je pense que on va toujours le faire évoluer. C'est pas le choix. Il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes barbières, coiffeuses à qui je parle, puis ils sont comme « Hey, j'aimerais ça avoir mon brand, j'aimerais ça partir mes produits, j'aimerais ça avoir des trucs dérivés. » Tu sais, toi, t'es le leader de ça en ce moment, là, au Québec, là, on va se le dire. Là. Puis, t'es pas allé de main morte. Là. Je pense que Crown, vos produits, c'est en train d'exploser. On va en parler un petit peu de surtout de ça parce que tout ce que vous faites en Amérique latine, tout ça, la progression que vous avez, c'est vraiment impressionnant. Puis c'est de montrer aussi que créer un brand d'ici peut se rendre n'importe où. Ouais. Il y a les cigares aussi avec Bello, si je ne me trompe pas. Okay. Ça, c'est ton brand parce que tu es passionné. Ouais, ça, c'est... en fait, c'est un brand qui appartient à la famille Bello. Okay. Donc, c'est 5 générations. Okay. Le président actuel, si on peut dire ça comme ça, Peter, c'est un grand ami à moi. Je l'ai rencontré en Floride, ça peut-être 10-12 ans. Puis on est restés super proches. Puis j'ai toujours voulu l'aider parce que je suis passionné de cigares. Ouais. Puis éventuellement, on est allé chercher la licence pour importer, vendre, distribuer. On a fait rentrer les cigares au Canada. On les a mixés à notre concept de barbershop. On vendait les cigares dans nos barbershops. C'était le fun. Puis là, on s'est fait shut-down par le gouvernement en 2019-2020. Il s'attaque à l'industrie du tabac. Là, fait que ça s'est fermé, mais en réalité, je reste comme ambassadeur du brand. Puis j'essaie toujours de faire des deals là, d'exportation. Il y a eu un deal en Asie qu'on a essayé de faire. OK. Ça. Mais... Puis si ça te fait triper à la base, c'est le fun. Parce que chaque fois que tu te mets main dedans, tu es content parce que tu tripes point. Là. Ça, ouais. Il y a aussi... j'ai vu une sauce piquante. Ouais, ben ça, c'était pour nos 5 ans. OK, nice. On avait fait une recette avec la gang de Fire Barnes, c'est les chums à nous autres. Donc, on avait fait... je vais essayer de ne pas foirer ce qu'on a fait, là, mais pour les 5 ans, on avait fait une expérience sur les 5 sens. On a fait la même. OK. Puis là, c'était... la sauce piquante, c'était pour... le goût. On a fait la même. Là. En tout cas, c'était cool. Ça faisait partie d'une... Mais c'est nice, puis... Tu sais, comme à quel point c'est important d'emmener... Où ça peut être un atout, un ajout majeur pour un salon d'avoir des produits qui ne sont pas nécessairement du shampoing ou de la pâte. Tu sais, je pense que les clients, ils devaient triper, c'est sûr. Ils trippent. Autant au niveau expérience client, c'est le fun, autant qu'au niveau business, c'est le fun parce que ça augmente ta facture moyenne aussi. Fait oui. Puis nous, ça a toujours été un peu notre mentalité, là, moi et mon partner Jay. Crown, avant tout, c'est un brand. C'est ça notre univers. C'est comme ça qu'on traite la compagnie. Crown et le brand, on va toujours mettre le brand de l'avant, puis on va essayer de décliner le brand autant qu'on peut, puis je pense que c'est ce qui fait notre edge un peu, dans le sens qu'on on voit pas ça comme nécessairement juste un barbershop ou une chaîne de barbershop, c'est une organisation de barbier. Ouais. Puis c'est le brand qui est propulsé par l'organisation. Malade. Il y a eu le gin aussi. Ouais. Qu'on a vu. C'était fou. Ouais, dans les SAQ. Je pense que ça a été... C'est tellement énorme parce que, tu sais, je pense à des gens qui sont dans cette industrie-là depuis des années puis qui rêvent d'avoir un produit à la sac ou peu importe. Puis j'espère puis que tout le monde... En fait, je sais que tout le monde a été fier d'avoir un produit qui vient de l'univers de la coiffure à la sac grâce à vous. Ça a dû être quand même... J'imagine que tu es un passionné de gin aussi, mais juste le cheminement puis se rendre là, ça a dû être un triple. Ça a été tough, mais tu sais, on était dans le COVID, on n'avait rien à faire. Ouais. Puis on voyait ça comme un beau véhicule marketing. Là, ben oui. Fait on s'est dit, c'est quoi le secteur où est-ce qu'il y a le plus d'activité pendant la COVID? C'est la SAC. Fait qu'on va rentrer là, on va aller préparer la clientèle. Fait que cette idée-là, qu'on trouvait vraiment bonne, ça nous a donné la motivation pour passer à travers tout ce qu'il y avait à passer. Là. Ça a dû être quand même tough comme cheminement parce que moi, je sais pas, j'ai pas été là, mais ça a eu l'air d'être quand même rapide. Ouais. Du moment que vous avez eu l'idée jusqu'au moment où ça s'est rendu en tablette. Fait que j'imagine que ça a dû prendre des ressources puis du temps, man. Ça a été all-in. Ben écoute, je pense qu'on a eu quand même la chance que
D'après moi, la personne dans le réseau de la SAC qui approuve les nouveaux produits se fait couper les cheveux chez Crown parce que ça a passé. OK, nice. Le processus était le fun. On est allé voir un maître distillateur. Distillateur, il faut que je parle mon français, bref. Puis on s'est assis avec, on a partagé un peu notre vision. Framboise, romarin, quelque chose de naturel. Costaud, viril, mais à la Crown, en même temps charmant et gentleman. Fait que, inclusif. Fait que on a eu vraiment le produit qui était à l'image de Crown, le gin, dry gin, vraiment qui te rentre dedans, mais avec le petit côté framboise que les femmes aiment. C'était exactement ça, puis il l'a vraiment bien fait. Là. Malade. Le brand était beau, la bouteille était nice aussi. Vous avez vraiment fait de quoi d'incroyable. Puis moi, à chaque fois que j'allais à la SAC puis j'étais avec quelqu'un, j'étais comme, hey, ça vient de notre univers, là, c'est des boys. Là, fait que, ça c'est. Bon, les produits maintenant, j'en ai parlé d'entrée de jeu, là, on va en reparler parce que je pense que dans tout ton cheminement, tout ce que tu as fait, c'est magnifique, mais je vois ça aller, je vois comment vous faites, puis c'est vraiment impressionnant le parcours que vous avez. Fait que peut-être parler d'un peu, d'où ça a parti, puis où vous êtes en ce moment rendu dans votre processus. Les produits, c'est quelque chose que moi, dès que j'ai starté Crown, je savais que je voulais m'enligner là-dedans. Écoute, le brand s'appelait au début Belmar Brothers. OK. Puis on faisait des huiles à barbe, principalement. Puis j'avais contacté un de mes chums du secondaire qui était rendu comme chimiste ou il était à l'université. Il donnait des cours, en tout cas, à l'Université Laval. Puis j'ai dit, bro, j'ai besoin de toi, il faut qu'on développe une formule de pommade parce que nous, j'importais Suavecito, puis les Ride, ça coûtait cher. Là. Fait que j'ai dit, je veux développer ma propre formule. Fait qu'on a travaillé dans une espèce d'entrepôt abandonné. Breaking Bad. Vraiment Breaking Bad. Là. Puis on a essayé de développer la formule, puis après ça, on l'a amené chez un autre lab éventuellement, puis là, on a développé la ligne Crown. Notre lancement, c'était fou. On est allé... on a réussi à positionner les produits grâce à un de mes chums, Alain, d'Eleganza. Il nous a fait une place pour Occupation Double en Grèce. Puis t'es allé coiffer aussi. Ouais, puis on est allé coiffer en même temps. On s'est faufilé. On a vraiment comme fait... Il y a une porte, là, on la défonce, puis on rentre. Fait qu'on a fait notre lancement de produits en 2018 à Occupation Double en Grèce. Puis c'est en revenant... la même année, je pense... je suis revenu de la Grèce en genre novembre, puis tout de suite, je partais à un congrès en Floride. Puis c'est mon chum de longue date, Bory Barber, qui me dit, man, il dit, mon contrat avec Élégance, il termine. Puis il dit, je t'ai curé de travailler pour d'autres brands. Il dit, je veux mon propre brand. Puis ce que tu as créé, ça me fait triper. Les produits sont débiles. Fait qu'il dit, ça te tente-tu qu'on s'associe, puis que je devienne partner chez Crown, puis qu'on pousse les produits Crown à un autre niveau, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est arrivé. Après ça, 2019, on a fait comme une grosse année de préparation parce que moi, il fallait que je me retire des opérations de gestion de salon. Fait que là, tu passes de barbier. Tu passes de barbier à te sortir de ta chaise. Après ça, de gestionnaire des salons ou gestionnaire d'opérations à te sortir de ça pour me faire de la place, plus du temps pour gérer les produits. Fait qu'on a fait une année de préparation pour ça. Puis ensuite, ce qui est arrivé, c'est que, écoute, pogne un condo en Floride parce que Bory, lui, c'est ça, il est de Miami. Fait que là, c'était comme, fallait être basé là-bas. Fait que là, check pour ouvrir un warehouse. On ouvrait un barbershop, un studio Crown Pro en même temps là-bas. Puis là, boum, COVID pogne, tout de suite. Fait que là, on était pognés. J'étais en Floride avec les clés d'un condo, avec genre un bail à signer pour mon warehouse. Puis j'étais là, fuck, je fais quoi? Je signe-tu, puis je reste ici, puis j'attends que ça passe, ou je retourne au Canada, m'occuper de ma famille, puis être proche d'eux autres, puis je reviens plus tard au pire. Fuck off. Fait que je drop ça, je me retourne OK, on a roulé, écoute, on a fait d'une traite, là, j'ai monté mon char, j'ai tout laissé mes affaires, mon linge, tous mes trucs là-bas, je reviens dans 2 semaines au pire, tu sais. Ouais, tu t'es dit ça va passer. Puis là, c'est ça. Puis là, finalement, c'est comme 3 ans plus tard, je peux retourner encore, puis ça a créé beaucoup de distance, ça a créé beaucoup d'incertitude, puis de stress, là, c'était très challengeant. Puis là, c'est le fun cette année. Je suis allé rencontrer Bory, on s'est rencontrés en Colombie. Puis on a eu un gros meeting, une semaine de temps à se jaser, à essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec les produits parce qu'on a eu un faux départ, puis on a essayé une couple de trucs, puis on s'est planté. Bro, on a mis 50 000 $ US
pour un congrès, le Connecticut Barber Expo. Pour avoir un spot. Pour avoir le spot. On a fait venir genre 6 éducateurs des States, là, du monde quand même solide, là, des influenceurs barbiers et barbières. On a amené genre 3-4 palettes de stock. On s'en allait comme lancer le brand. On était à côté, bro. Je pense que notre kiosque était plus gros que genre des grosses compagnies major là-bas. Puis on était à côté du main stage. C'était comme la grosse affaire. Bro, on a vendu genre 2000$, man. Là, déception, genre stress, panique, toute la patente, là, comme remise en question. Puis, fait que là, c'est ça. Finalement, on s'est rencontrés là, puis on a décidé de relancer. Donc là, on se relance, puis on est sur une nouvelle stratégie. On a pivoté complètement, on est ailleurs. Fait que on espère que ça marche. Ben, en fait, notre premier move, ça a été le Pérou. On arrive du Pérou, là, justement. Fait que, puis ça a été un succès, comme tu dis. Incroyable, man. C'est tellement malade, man, parce que pour vrai, je relate dans tellement d'affaires, puis comme la réalité, c'est que je vais parler pour moi, là, mettons, après le succès des Barbares, j'avais comme en tête que tout ce que je ferais qui serait dérivé de ça allait être genre, ben, en fait, beaucoup plus facile, mettons, que les Barbares. Puis je m'aperçois que pour vrai, man, zéro. Tu sais, comme toute l'énergie que j'ai mis, tout mon sang, toute ma vie, man, d'un Barbare, ben, si je veux que ma compagnie de produits fonctionne, je vais y remettre toute l'énergie, encore plus, puis je vais crasher, puis genre, il va falloir que je fasse comme, OK, mais c'est normal parce que j'ai crashé plein de fois avec les barbares, puis c'est ça, tu sais. Fait que ce que tu dis là, c'est malade parce que la réalité, c'est que là, le monde sont comme, je veux partir mon brand de produit, ça va être le fun, genre, mais ci, mais ça, mais comme, attendez-vous à ce que ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Puis un moment donné, ça peut, mais tu sais, comme, je pense que, de ce que je connais de toi, justement, tu t'assis, tu analyses, tu fais comme, OK, ça, oui, ça, non, ça, oui, OK, qu'est-ce qu'on peut faire qui va faire que notre chemin va être plus facile pour se rendre, tu sais. Je pense que la clé là, en affaires, là, dans tous les domaines, c'est la détermination, la résilience, là, de ne pas abandonner aussi. Tu te fais rentrer dedans, là, comme tu dis, là, tu manges des claques, c'est de continuer, man. Il y a un autre round, il y a un autre round, il y a un autre round, puis tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Puis nous autres, on a la chance, on aurait, tu sais, techniquement, on est cliniquement mort, si on peut dire, là, dans le COVID. Là, les produits, ça tombait under. Là, c'était catastrophique après ça. Là. C'est en 2021 qu'on a fait ce mauvais move-là. Puis on a continué, on a réévalué. Comme tu dis, on a pivot. Puis là, Messi, joueur de soccer, qui se promène avec nos produits et qui se met ça partout. Tu vois, man, c'est comme... On n'aurait pas eu ça si on avait... T'sais. Non. Puis tu sais, tu dis mauvais move, mais pareil... Ces steps-là t'ont emmené là à ce que Messi l'aide dans les cheveux. Pareil, parce que je veux dire, tous ces moves-là qui n'ont peut-être pas été payants puis déchirants, mais ils ont quand même amené de la notoriété parce que vous étiez là. Puis un moment donné, tu le vois tellement que, comme tu le sais, là, mais je veux dire, un moment donné, même si tu fais des coups d'épée dans l'eau tout le temps, mais ton coup d'épée est là quand même, puis quelqu'un va le voir, puis la somme de tout ça fait que là, oh shit, Messi, il y a cette pomme. Ouais, c'est ça, exact. C'est malade. Non, c'est de la job, par contre. Hein? C'est un esti de shot, man. OK, ça, c'est vraiment nice, OK? J'avais hâte de t'en parler. Bon, depuis qu'on a parti à peu près en même temps, ça fait combien de temps, toi? Ça va faire 10 ans l'année prochaine. 10 ans, OK, ça fait plus septembre l'année prochaine. Ça fait plus longtemps. Nous autres, ça va faire 9 ans cette année. Comment tu vois, bon, l'évolution du métier, je pense qu'on la voit. Puis je pense que de plus en plus, les gens reconnaissent, respectent ce métier-là. Mais au niveau de l'éducation, je ne parlerai pas de la coiffure parce qu'il y a un système qui est implanté, même s'il devrait être revu, puis même s'il devrait être reconsidéré, puis il y a beaucoup de trucs qu'on devrait changer. Mais le métier de barbier comme tel, encore aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire ce job-là doit aller faire 60 heures de permanente dans un DEP en coiffure. Comme, c'est où qu'on est rendu au niveau de l'éducation, puis où ça s'en va. Tu sais, je sais qu'on a un projet ensemble qui aide justement à encadrer à ce niveau-là, mais comme, on est rendu où? Puis où est-ce qu'on s'en va? Dans le métier? Ouais. C'est dur à dire, hein? C'est dur à dire quand t'es les pieds dedans aussi. Ouais, c'est ça. Prendre un step back là-dessus... Je sais pas s'il va y avoir un move qui va se faire vraiment. Tu sais, j'ai comme l'impression encore que les décideurs, si on veut, là, au niveau du ministère de l'Éducation, le voient pas encore comme un métier. Tu
sais, comme tu fais ton cours de coiffeur, tu vas faire 2 coupes pour hommes sur je sais pas combien d'heures, puis c'est correct, ça va être facile, tu sais, mais comme c'est plus, tu sais, on est à des années-lumière de ça au niveau technique, au niveau humain, au niveau structure. Fait que comme, c'est quand qu'il va y avoir quelqu'un qui va comme, faire comme « Hey, shit, ça prend... » je vais respecter ce métier. Ouais, je sais pas c'est pourquoi. C'est vraiment bizarre. Pendant un bout, là, nous autres, on avait des discussions justement avec du monde au ministère, puis on était positionnés, puis on disait « Hey, on peut, tu sais, on est là. » Puis on pensait que ça allait débloquer, mais il n'y a rien qui bouge, c'est vrai. Non, je pense que ce qu'on voit de plus en plus, c'est des organisations comme la tienne, des bons distributeurs comme Novico qui nous permettent ou qui permettent aux gens une espèce d'accès à l'éducation. Je pense que c'est plus là, c'est plus entre les mains des distributeurs puis des organismes ou des organisations comme la tienne qui fait en sorte que on fait évoluer le métier, on fait évoluer l'industrie, puis je pense que c'est pas mal là. Là, on est là. C'est de mieux en mieux. La qualité de l'éducation est là. Tu sais, sans parler en mal de personne, là, mais il y avait un brand là, dans le temps, là, je sais pas, je pourrais le nommer, mais je le nommerai pas. Là, mais, nomme-les donc. Non, ça va faire... tu sais, c'est quoi? On est encore en politique. Ça aurait été bon pour les teasers, ça. Mais... il y avait... non, je vais me faire haïr. J'ai failli dire. Je vais me faire haïr. OK, mais eux... Mais bref, ce brand-là, je vais te donner une couleur. Le brand était bleu. OK. Puis c'était eux autres qui étaient comme, dans les premiers à donner beaucoup d'éducation, barbier, quand on a commencé. Puis nous autres, ça nous a... Moi, je me rappelle, je les regardais, puis j'étais là, vous êtes whack, là. Vous savez pas ce que vous faites, là. Vous êtes pas des barbiers, là. Vous respectez pas la culture, vous respectez pas les techniques, puis... mais c'était eux autres qui avaient le marché. Ils étaient partout, dans tous les salons. Tu les voyais tout le temps, dans tous les shows. Puis j'étais là, man, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis c'est parce qu'il n'y avait pas de qualité. Il y avait pas... C'était un mouvement. La demande était plus grande que l'offre. Puis, fait que tu te ramassais, c'était juste la poubelle, man, dans le système d'éducation barbier. Puis grâce à on parle de Men's Club, on parle des Barbares, on parle de Pasquale, man, qui a été très fort là-dedans aussi. Je ne veux pas en manquer, mais tout le monde qui ont participé à ce qu'on a créé, maintenant, l'offre est là, la qualité est là, puis je pense que ça va continuer de se structurer. Il va y avoir des gros, comme l'usine, qui vont prendre une bonne place, s'implanter comme du monde. Des plus petits qui vont continuer sur une autre direction. Je pense qu'on le voit déjà, là, plus des cours one-on-one, plus comme moi, mais c'est le fun. C'est le fun. Oui. Nous, on aime ça. En tant qu'organisation, moi, je les veux. Fait que, ouais, non, je pense que ça se structure, puis on a réussi à overcome l'époque où est-ce que c'était juste n'importe qui faisait n'importe quoi. Là. Je dis ça bien humblement, ce que je vais dire là, mais je pense que par la force des choses, puis je reviens sur ce qu'on a dit au début, tu sais, à quel point, toi, tu sais, la force de qui on est ensemble puis d'unir, je réalise en jasant qu'on est capable quand même de le faire. Tu sais, je veux dire, on est capable, en se respectant là-dedans puis en s'épaulant là-dedans, d'emmener l'industrie à être comment nous, on voudrait qu'elle soit, c'est en ça, fait. Puis d'encadrer les gens qui sont passionnés de cette industrie-là à faire comme... Je ne serais pas laissé à moi-même, je ne vais pas aller faire de la... J'ai rien contre la permanente, là, mais je veux dire, quelqu'un qui ne veut pas faire ça, qu'il soit encadré puis qu'il puisse y avoir accès, qu'il puisse voir que ça existe. Ouais. Pas juste, j'appelle, exemple, pour le DEP, où je m'informe au niveau du ministère, puis comme... Non, à toi-même, là. On va tellement faire de bruit que les gens, ils vont les voir, ces ressources-là. Ouais. Non, c'est cool. Ouais. Il y a beaucoup de le puzzle, là, les pièces, les morceaux du casse-tête sont en train de se mettre en place, puis je pense qu'on s'en vient avec de quoi de pas pire. Puis je souhaite aux générations futures les propriétaires. Parce que, tu sais, moi, j'ai 38, là, puis, tu sais, je veux dire, je me vois vieillir là-dedans, puis je souhaite vraiment que mes kids ou que les générations futures qui seront entrepreneurs ou barbières ou coiffeurs, justement, que au niveau de notre, surtout là, parler des barbières, mais que ce métier-là soit éventuellement vu comme un vrai métier, puis qu'il le soit respecté autant que n'importe quoi, puis que cette structure-là soit... Ah oui. Fait que, ouais, c'est ça, mais je pense qu'en étant... Bien, pendant que tu parlais, je pensais justement à ça. Moi, je sais pas si tu
si tu sens, t'as senti la même chose que moi, mais je vais parler de la gang de Crisp. Qui sont émergents. Mm-hmm. Ouais, les jeunes cool, là, ouais. C'est ça. Ouais. Puis moi, man, ça me rend fier de les voir aller. Ouais, là. c'est hot. C'est hot, là, parce que ça montre que la progression est hot, là, puis même sur des affaires, tu sais, Chris, ils font bien en esti, là, tu sais, fait que c'est comme, ça va dans le bon sens, puis ça prouve que, justement, le métier, il est reparti, puis il n'y a pas de fin à ça, là. Non, c'est ça. Ça va de plus en plus beau, là. Ouais, puis moi aussi, je les vois, là, les Section God, puis tout évoluer, puis je suis comme, c'est tellement beau, c'est tellement nice, tu sais. Puis ouais, moi aussi, ça me rend vraiment fier. OK. Fait que Max, dans le fond, comme tu es dans le domaine, je vais avoir besoin que tu me commandes certaines coupes de cheveux que je vais te montrer. OK. Ouais. J'ai besoin que tu me dises, que tu me parles un peu de la coupe, du contexte qui entoure de ça, tout ça. Fait que je le fais avec les invités, je monte des coupes. Tu vas voir, man, ça va être... Puis je pense que tu risques de reconnaître les gens sur les photos. Je me suis fait setup, là, quoi. Ça devait être l'époque du DPD-Do bleu, man. Probablement le gel le plus collant de la planète. Mon gars, ça devait être... Oh my gosh! Hey, man, secondaire 1. Mais je pense que c'était ça, bro. Je pense que c'était le DPD Blue. C'est sûr que c'est ça, là. C'est sûr que c'est ça. Avoir le gel... Avec mon outfit, bro, j'avais la veste puis les pants comme ça. J'avais un outfit bleu poudre, genre serviette, là. C'était fou, ouais, genre Rockaware sûrement ou Pelé. Hey, j'avais 11 ans, là-dessus. Là. Pour vrai, gros swag. Damn, man. T'étais un fresh à l'école? Je sais pas ce que j'étais, bro. Skatais-tu un peu ou non? Non. Zéro? Moi, je me battais. Ok, c'est ça. C'était haut de même, mais je déplaçais de l'air, là. Wow, man. T'es-tu fait renvoyer de l'école ou t'as eu quand même un parcours scolaire qui a bien... Non, parce que j'étais quand même... J'étais quand même aimé. J'étais le petit Chris, mais j'étais aimé des profs parce que j'étais plus... Je me battais pas pour provoquer, je me battais pour défendre. Mm-hmm. Fait que j'étais comme tout le temps un peu... tu restais une bonne personne. C'est ça. Puis, tu sais, moi, si je me faisais respecter, je respectais le prof. Fait que j'étais comme... Je pense que j'avais quelque chose que les gens respectaient. J'étais pas un bum qui foutait la merde pour foutre la merde. Fait que ça m'a sauvé le cul, je pense. Wow. Oh, wow, OK. La coupe de cheveux, for real. Je sais pas, hein, bro, c'était la même, tu sais, bien uniforme, mon gars, bien du gel, on brasse ça. Ben même, je pense que c'était tout, man. Mais tu sais quoi, moi, c'était comme 6 partout, je pense. Ouais. Je sais pas ce qui se passait dans ma tête. J'ai comme pas de souvenir de cette coupe de cheveux-là. J'en ai des meilleurs, man. Ah ouais, OK. Ben ça, là, je donne un... Bro, man. 4 sur 10, là. Ah, c'est bon, man. Celle-là, man, c'est sick parce que c'est ce qui est cool en ce moment. Puis c'est du gros John Connor avec la boucle d'oreille puis tout. John Connor, ouais. Le Terminator. Ouais. Terminator. Je sais très bien quelle photo tu vas me sortir là. Ben oui. Puis merci à ta blonde pour vrai, man. Elle m'a sorti tellement des affaires incroyables, man, pour vrai. Là, genre. J'espère qu'elle n'a pas sorti Banana Clip. Grâce à elle, j'ai des trucs de fou, man. Fait que ouais. Oh wow. Boom. Yeah. Ça, c'est un 10 sur 10. C'est hot en Christ, ça. Mais tu vois pas, j'avais des mèches bleues même là-dedans. Oh shit, ok. Ça, je pense que j'étais en genre... Bon, ouais, mais primaire, genre 3-4, je pense. Là. Parce que je m'étais fait... J'avais eu du trouble avec ma prof, Raymond, parce que je voulais des mèches. Puis elle était là, non, tu peux pas avoir de mèches. Parce que t'avais des mèches blondes aussi, là. Ouais, j'avais des mèches blondes. Ma sœur était... j'ai 2 demi-sœurs. OK. Jumelles, beaucoup plus vieilles que moi, là, de mon père. Mon père est mort quand j'étais jeune, fait qu'on n'a pas vraiment eu de contact. Pas de trouble. Puis, dans le fond, le seul contact que j'avais plus proche, c'était quand j'allais la voir au salon de coiffure à Place Laurier. Puis, je voulais tellement la coupe à John Connor. Là. C'est hot en Christ. Hey, j'ai brûlé la tape. Le Terminator 2, j'ai brûlé le tape à l'écouter. J'ai tellement braillé, mon gars, moi, souvent, là. À la fin, mon gars. Et moi, non, je capotais, man.
Très fort, man. Classique. Ça, c'est un 10 sur 10. Ouais, là, ça, c'est un gros 10 sur 10. Mais, ouais. Ça, mon gars... OK, chemise John Connor, 10 sur 10. Le toupette, man... What? Coupe-bol, man. La vraie, là. Le original crop top. Ouais, ça, c'est l'ancêtre. Ouais, c'est l'ancêtre de ta coupe, man. Ah ouais, c'est ça. Ah, j'étais cute, pareil. Non, mais c'était quand même nice, pareil, tu sais. Puis on le revoit, cette coupe-là, là, tu comprends? On est là. Ouais. Mais c'est ça qui est nice. Toi, t'as quel âge, là? Moi, je viens d'avoir 33. OK, c'est ça. Fait que, tu sais, les années 80, tu sais, on revoit tout Ouais. ce qu'on a eu kid, genre. Hey, ça, j'étais un petit monstre dans ce temps. Ouais. Damn, bro. OK. Ça, c'est un 8, là. Ouais, c'est un bon 8, ça. Il manque la connexion un peu, là. À vous, là, tu sais. Ça, ouais, probablement. J'ai tellement peur. Non, mais probablement que sur celle-là, tu te battais. T'as l'air d'un esti tough là-dessus, là. Tu sais, je t'aurais croisé au secondaire, j'aurais fait Chris. Ouais, ça. Ah ouais, ça, c'est dans mes pires années, ça. T'avais quel âge? Je devais être 16 ans, 15-16 ans, je pense. Puis tu veux dire quoi, mentalement? Ouais. Ouais, peut-être mentalement. Moi, tu sais, bon, mon père meurt, j'ai 5 ans. Ma mère est travailleuse autonome à bûche jusqu'à 7 jours sur 7, elle travaillait tout le temps. Puis moi, à 10 ans, j'allais porter des flyers pour rateler les feuilles dans les terrains pour me faire un peu d'argent pour aider ma mère, tu sais. Fait que j'étais pas un kid normal, on s'entend. Fait que qu'est-ce que tu fais quand t'as un kid qui est pas normal? Tu le mets avec les autres kids qui sont pas normaux. Puis moi, j'étais un gars rassembleur. Fait que je me suis ramassé avec un groupe de bums, puis je les rassemblais, puis je lidais un peu ma partie, mais j'étais un bon... Fait que je me suis ramassé dans des situations, man, assez capotées. Puis toujours avec la même mentalité que j'ai fait des affaires que j'étais pas fier, là. Je suis même pas sûr que ça se dit dans un podcast, mais j'étais toujours à une place, puis mon mindset était ailleurs. Je me disais, qu'est-ce que je fais là? Je suis pas ici, c'est pas moi. T'sais. Ouais, je comprends. Puis ça, c'était dans ces années-là, là, à se chercher, puis on se battait. T'as-tu été en jeunesse? Non, parce que... Ta mère, elle t'a toujours quand même... parce que ma mère a fait une job extraordinaire avec nous autres, puis parce que je pense pas que j'étais... Tu sais, j'avais quand même la mentalité que j'ai aujourd'hui, dans le sens que le juste, le bien, le mal, puis tout ça, tu sais, j'avais une bonne connexion avec ça, l'équilibre, puis je faisais des affaires que j'étais pas fier, mais je les faisais toujours pour un purpose X, Y, Z. Puis tu savais que c'était pas toi. Puis c'est ça, puis je savais que je faisais quelque chose qui était pas moi, puis je faisais pas de mal aux gens, j'étais pas quelqu'un qui... Tu sais, j'avais beaucoup de compassion tout le temps, fait que tu sais, c'était comme... Je me suis pas ramassé dans une situation où est-ce que, genre, vraiment, j'étais bum. Puis mon père, ça, je n'ai jamais parlé publiquement, mais mon père est mort d'une overdose, moi. Oh shit, man. Ben, en tout cas, infarctus, mais suite à une descente de consommation dans les dernières années. Puis à cause de ça m'a fucké, là, on s'entend quand t'es jeune, mais... grâce à ça, j'ai jamais consommé. J'ai jamais pris de drogue. J'en ai vu, j'en ai touché, j'en ai vendu, j'ai tout fait, mais j'en ai jamais consommé. Fait que je pense que ça m'a sauvé le cul et tout. De pas tomber dans cette patte-là, tu sais. C'est malade. Ça, je me rappelle, je me rasais avec un bic. Là. Ça, j'y donne un 0 sur 10. Natural born killer, man. Ah, ça, hein? Damn. Mais je comprends pas à quel point, man, J'étais blond, bro. Ouais, c'est ça. Blond, man. Puis après ça, bro, foncé, man. On va te laisser, man, en souvenir. Tu pourras remercier ta blonde pour le travail, man. Quand m'es envoyé, j'étais comme, gars, mets-toi pas de pression, envoie-moi ce que t'as. Quand m'es envoyé, j'étais comme, c'est incroyable. Wow. J'ai dit, genre, ça va pas être mieux, là, tu sais. Elle est tellement dans la merde, là. Elle a rendu ça public, man. Il va l'appeler live, il va dire, ouais, je suis au podcast, là, les photos. Ça change pas de barbe, hein? T'as-tu toujours gardé... Tu prévois-tu, un moment donné? Je le faisais toujours à chaque année. Ah, ouais? Raser? Ouais. Ah ouais? Une fois par année, je la rasais. À un moment donné, j'avais gardé la moustache.
Mais tu sais, la grosseur de moustache que j'ai, de passer d'une barbe de même à raser, j'avais l'air de Ned Flanders. T'as comme plus de face, là, t'as comme juste la... Mais j'ai arrêté de le faire. Pas parce que j'ai un double menton maintenant. Non, je sais pas. Je sais pas. Mais j'aimais ça, le feeling de pouvoir coucher la tête sur l'oreiller puis de sentir l'oreiller. Ben oui, man. C'est malade, man. Mais je vais me faire une fois de temps en temps à deux. Ouais, ça fait du bien, man. Juste clean up, man. Bro, ça a été incroyable, man. Je connaissais déjà quand même une partie de ton parcours, mais j'ai appris beaucoup. Ça a été tellement inspirant. Puis, tu sais, moi, je l'ai redit, je vais le dire, mais comme à la base, ce projet-là m'inspire tellement de pouvoir connecter avec du monde comme toi. Puis là, man, tout ce que tu disais, je pouvais relate ou presque. Fait que c'était vraiment comme connecté avec ce que je vis. Fait que ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir t'entendre puis d'en parler avec toi. Puis je vais te souhaiter de continuer d'être kické puis d'avoir un impact aussi positif dans l'industrie, man, puis de pas lâcher. Puis je suis pas inquiet pour votre brand de produits. Je sais que ça va éclater. Puis guys, merci infiniment de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis pour la première saison. Un immense merci à Novico, sans qui ce projet-là serait impossible. Sans Novico, on n'aurait pas ces magnifiques locaux-là pour tourner. On n'aurait pas tout l'amour, l'énergie, les invités en arrière de ça aussi. Fait que je veux prendre le temps vraiment de remercier tous ceux qui l'ont écouté. Novico, je vous aime d'amour. Profila, qui est derrière aussi l'agence qui s'occupe de filmer, de mettre ça, de couper quand on dit de la merde, puis de faire que les podcasts soient beaux, même quand on dérape un peu par moment. Je vous remercie beaucoup. Je vous aime d'amour. Merci à tous les invités qui ont été là. Puis je suis bien excité, puis j'ai hâte de voir. Tu vas-tu revenir, saison 2? Absolument, ça même n'importe hot, quand. Ouais. On pourrait se refaire ça, puis... Anytime. Comment? Ouais, on pourrait venir avec Jay. Jay, il y a une belle histoire et tout. Man. C'est vrai que ça serait hot. Ouais. Ben oui, les trois, ça serait malade. Ouais, vraiment. Là, il y a vraiment une belle histoire. Il en parle pas, il est plus derrière la caméra, lui, tout le temps, là, mais... Mais dans un contexte où on est les trois à jaser, relax, ça peut être juste cool. Là. Ah non, puis il va... Malade. Okay. On fait ça. Merci encore, man. Merci à toi, mon bro. Merci, mon gars. Yes, sir! C'était fun, c'était cool. Bien monté les outils, j'ai fait des